My very great pleasure to launch today's first flagship series. And I'm going to try something new here, which is to share screen at the same time as having everybody on the screen. And I'm going to introduce everybody after that. Let me see if I can have the slide at the same time. Can you see our speakers and the slide? Great, fantastic, okay. So welcome. Now that we have the results of the poll, it seems that indeed we have a multicultural audience. Et certains d'entre vous sont confortables à la fois en français et en anglais. You'll see that a lot of us have some content in English on the screen. Et peut-être qu'on va présenter en français. So you'll have both languages available to you during the event. Today's menu, on va commencer par des introductions dans une seconde. Ensuite, nous aurons le grand plaisir d'avoir un discours d'introduction par Arnaud Montré, le consul général de France à Boston. Puis, nous allons avoir un premier moment de notre réunion aujourd'hui qui va être constitué d'un panel pendant lequel vous entendrez de plusieurs de nos invités aujourd'hui qui sont aujourd'hui sur votre écran. Et enfin, après ça, nous aurons des moments de table ronde, des moments d'échange où chacun d'entre nous qui avons présenté pendant le panel allons faciliter une discussion sur les sujets dont nous avons traité pendant le panel. Et à la fin, nous allons tous revenir ensemble, group discussion towards the end, after the panel and the breakout rooms. But for now, I would like to introduce the person who is leading this initiative and who is going to be taking the mic in a second, Dr. Ngozi Okoze. Dr. Ngozi Okoze is the Director of Culture, Diversity, and Inclusion at HUM. HUM is the little name of the organization hosting this event today for you, which is Harvard Alumni for Mental Health, HUM. Ngozi is a multicultural trained with spanning 3 continents and expertise in multicultural counseling and trauma. Ngozi has decades of experience working with diverse people of different life stages all across the globe, including expats, immigrants, and refugees. Ngozi mentors budding mental health professionals and champions global health enlightenment programs. Originally from Nigeria, Ngozi is a psychotherapist, a college professor, a mental health advocate, and a community organizer and leader. Ngozi, en tant que notre directrice culturelle, please take it away. I will say good morning and thank you, Marie-Christine. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, messieurs, mesdames. This is a very exciting day for me that we can see this program come to fruition. It's actually initiated not just by me, but by some of us who were at a meeting when we told the story. The story was that at one of our meetings of one of the Harvard clubs, mental health issue came up. And one of our members, a Harvard alum, said, "What do you people have for us?" Somebody like me, he mentioned a foreign country. I struggled so much with mental health when I was at Harvard. I was referred to psychologists, psychiatrists, but they could not relate to me. What are you guys doing for some of us who don't live in the US or who, when we're in the US, we don't have services that reflect us? So that conversation started. And I'm glad we're here today it's really giving us an opportunity to talk about it. With the pandemic, we need to take a more global look. We know that. More global look, more global responsibility in order to reduce the risk of mental unhealthiness. Most importantly, we want to engage the global community, just like the gentleman that talked at the event said, because it's a major concern. Mental health, the way it's practiced in the US is not exactly the way it's practiced overseas. So people feel this disconnect when they come here. Living in Houston, I've worked with a lot of people from other countries. So our vision for this organization and my duty as the Director of Culture, Diversity and Inclusion is to extend our international engagements.
to oversee the development of international branches or chapters and support members worldwide, creating partnerships within any given international region. And we also want to design programs that would allow us to explore and celebrate mental health in its local context. As a service to our alums and their families and their friends, we want to lend expertise in diversity of culture, race, and identity, with focus on health disparities across vulnerable populations of each international community. And you know that when we come into another country, we are part of that vulnerable population. So any immigrant in the US or anywhere in the world that's off of his own locale is already in that vulnerable community. So we also plan to create a culture fair database. This is very important to provide our members access to resources that will be available to them wherever they are. And those resources, we provide services from professionals that will be sensitive to their culture, to the culture that is similar or different from theirs, so that the person providing it will recognize that this person might not fall into my realm. I might have to refer or find somebody. To achieve this, we plan to create regional chapters. And thank you, France. When we get that, we're going to reach out to you to help us to put some information that we'll have in our database. This will enable us to build a larger community of alumni in mental health who will provide culturally congruent and holistic intervention using indigenous approaches to healing, because some other countries have ways that they do their thing. We have comprehensive plan, really, to create empowerment through this flagship series. The purpose is to champion enlightenment programs with focus on prevention and intervention. So not only that we're going to be talking about it to prevent, we'll also try to provide resources that our members and their families and friends will need for intervention. Harvard, I'm happy to announce that Harvard Alumni for Mental Health presents the launch of this flagship series today. Today we have in our midst alums, we have experts, we have immigrants, we have refugees, we have friends, and we have families. Joining us for this unique event is also a team of experts and community for discussions around their French experiences. And of course, when we go to our breakout rooms, we also will join them in sharing our own other experiences in the USA. Discussion will focus on multiculturalism at workplace, raising kids abroad, finding resources, and making healthy connections. This event is organized in partnership with Harvard Club de France, Consulat Général de France at Boston, General Consulate of France in Boston. I welcome everyone to this forum, especially those who have worked this so hard to bring this to fruition. I recognize Audrey Elliott, I recognize Anne-Caroline, I recognize Anon Mantre, who is the Consul General de France in Boston. I also recognize Christophe Soro, Karen Noob, and Mehdi Lazar, Marie-Christine, and all members of Harvard Alumni for Mental Health who have engaged to help us to get to this point. This is the beginning of our flagship series, and like you heard, it's going to be series. So today, the focus is on France. We're going to run this series around the world, across all cultures. So please watch out for us. Go to our website, click on the event. We have events every week. Please, it's an honor to have you all today to talk about it. What it means to be French in the USA. It is an important topic with concept of culture at the core, especially in America, which is a melting pot of cultures from all over the world. Again,
welcome everybody and thank you for attendance. Maintenant, je vais vous présenter le président qui modérera l'événement. Neuropsychologue érudit, mon amie, la dame dynamique, Marie-Christine Nisi. I'm going to introduce to you the person who is going to navigate this in French. She's going to take over from me, and she is the president of Harvard Alumni for Mental Health, Dr. Marie-Christine Nisi. Dr. Nisi is a neuropsychologist. She earned her first PhD in philosophy from Sorbonne University, Paris, France, before she completed a second PhD in psychology at Harvard University and her clinical internship in neuropsychology at Griffin College of Medicine at UCLA. As a bicultural clinician, Marie-Christine works with experts, athletes, and top-level executives faced with major life transition. I now yield to Marie-Christine to take over the reign of this discussion. Marie, over to you. So much, Ngozi. Thank you for providing the cultural context and values that brought us to this event. I want to very, very briefly move over to telling you a few words about Hum. Et comme j'ai les mots en anglais sur l'écran, je vais pouvoir continuer en français. Le groupe qui vous accueille aujourd'hui, Harvard Alumni for Mental Health, a été créé en 2014 et en 2017, il est devenu non-profit. L'année dernière, au début de la crise du Covid, certains d'entre nous nous sommes réunis pour demander à ce que le groupe propose des événements, des formations, des moments de convivialité pour combattre les différentes conséquences de la crise. Cela s'est traduit par une large et rapide expansion des programmes que nous proposions et a abouti à une nouvelle équipe dont Ngozi fait partie aujourd'hui en tant que directrice culturelle. Nous apportons chaque année des douzaines d'événements à une communauté d'alumni globale tout autour du monde. Et comme Ngozi en faisait part, nous travaillons actuellement au déploiement d'un réseau de chapitres locaux et le prochain chapitre en France sera un événement que nous aimerions lancer au cours de l'année qui se déroule. En dernier point, le réseau de professionnels de la santé que Ngozi mentionnait est un réseau de professionnels de santé compétents pour différentes cultures et dans différentes langues que nous essayons de mettre en place pour que des gens qui viennent vers nous en demandant un thérapeute ou un professionnel de la santé d'une certaine culture puissent avoir un accès plus facile à ces ressources importantes. Je vous montre aujourd'hui l'équipe de notre groupe qui représente des programmes dirigés vers la communauté, des programmes à l'intention des professionnels, un groupe de recherche scientifique, mais aussi toute une mobilisation de ressources en termes des membres qui viennent vers nous et qui organisent un certain nombre des événements que nous partageons avec le monde à travers Harvard Alumni for Mental Health. Keeping it as short as I wish, I would like to thank our sponsors today. Merci aux deux groupes qui ont rendu cet événement possible. En premier lieu, le Consulat général de France et à sa tête, le Consul général, M. Arnaud Montré, qui a soutenu dès son inception l'idée de cet événement et qui va prendre la parole dans un instant. Et aussi aujourd'hui qui nous rejoint et qui soutient cet événement, le Harvard Club of France, qui est représenté par Madame Audrey Nellois aujourd'hui, qui va aussi dire quelques mots dans un instant. Mais c'est avec grande joie et grande fierté que je voudrais maintenant céder la parole à notre consul général, M. Arnaud Montré. Je vous en prie. Merci beaucoup, Marie-Christine. Et puisque la première intervention était en anglais, je vais faire une intervention en français à destination de notre communauté française ici à Boston. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous pour cet événement en ligne. C'est un thème montant, bien sûr, celui de la santé mentale après la période difficile qui a été traversée à l'occasion de cette pandémie. Et plus largement, c'est la question du well-being, du bien-être en tant qu'expatrié aux États-Unis, expatrié dans un pays étranger.
qui fait l'objet de notre discussion aujourd'hui. Bien sûr, les États-Unis, ce n'est pas un pays tout à fait étranger pour les Français. Je crois que il y a des affinités culturelles et historiques extrêmement importantes qui fait que cette communauté française de Boston est particulièrement bien intégrée et joue un rôle tout à fait fondamental euh, ici à Boston. Je crois que ce serait mon premier message ici, puisque nous parlons du bien-être d'une communauté. Il faut vraiment être conscient de l'importance de la communauté française, qui peut être fière d'elle-même par les positions qu'elle occupe ici à Boston. Il y a environ 20 000 Français à Boston aujourd'hui et ils jouent les premiers rôles dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la santé. Rappelons-nous toujours que les patrons de Biogen, Takeda, Moderna, pour ne citer que des entreprises américaines, sont tous français et que où qu'on aille dans le secteur des biotech à Boston, on voit des Français extrêmement brillants. Il ne s'agit pas que des entreprises et du secteur de la santé. Partout dans les grandes institutions les plus prestigieuses de Boston et de la Nouvelle-Angleterre en général, les Français sont présents. Nous avons organisé par exemple un dîner au consulat pour les professeurs de nationalité française, professeurs d'Harvard de nationalité française. Il y a plus de 40 professeurs de nationalité française à Harvard. Et on ne parle pas du MIT où la situation est tout à fait similaire. Donc, en tant que communauté, soyons fiers de nous-mêmes et de tout ce qui est apporté, le rôle qui est joué ici en Nouvelle-Angleterre. C'est une première étape pour assurer la confiance en soi et la reconnaissance de notre valeur. En tout cas, ça a été pour moi un honneur d'être votre consul général depuis 4 ans. Je crois ne pas avoir ménagé ma peine pour essayer d'avoir un consulat au plus proche de vos besoins et que les services que l'État peut vous fournir soient toujours, je l'espère, les plus efficaces et les plus proches de vous possible. Ceci posé, c'est une communauté qui a souffert, la communauté française, pendant cette période de pandémie, comme toutes les communautés expatriées. D'abord parce que la question de la santé mentale se pose partout, dans tous les domaines et dans tous les milieux. Il suffit de voir comme ce thème a pris de l'importance dans tous les discours académiques, dans toutes les rencontres académiques ici. Et quand on est expatrié d'une langue maternelle qui n'est pas l'anglais, je pense que ces enjeux se posent de façon particulière. Par ailleurs, le travel ban qui a été imposé par les autorités américaines et que nous avons toujours dénoncé comme particulièrement injuste a créé des situations qui ont été très difficiles pour les Français expatriés. Je garderai, je crois, pour toute ma carrière, le souvenir de ces Français qui nous demandaient d'intervenir parce qu'ils voulaient pouvoir rentrer en France, assister aux obsèques de leurs parents et craignaient de le faire de peur de ne pas pouvoir rentrer puisqu'ils étaient ils étaient aux États-Unis sous visa. C'était des situations particulièrement difficiles et un système qui a été très injuste parce que alors que l'Europe est finalement la zone du monde où la situation sanitaire est maintenant la meilleure, grâce aux taux de vaccination très importants qui ont été atteints et qui sont largement supérieurs à ceux de la plupart des États américains, y compris dans la Nouvelle-Angleterre, ce travel ban a été maintenu trop longtemps. Il a fallu les efforts conjugués des diplomates européens, des amis, des relations transatlantiques pour lever ce travel ban finalement le 8 novembre dernier. Et celui-ci, je le sais, aura laissé quand même des traces auprès de cette communauté française qui donne tant à la société américaine et à la société de Nouvelle-Angleterre. C'est d'autant plus important de nous reconnecter tous ensemble maintenant que les événements présentiels sont possibles et rebâtir ces liens affectifs et culturels qui sont si importants pour nous. Je crois que c'est le rôle de toutes les belles institutions franco-américaines que nous avons ici en Nouvelle-Angleterre. Je pense aux alliances françaises et en particulier, puisque nous sommes à Boston, au French Cultural Center qui va rouvrir ses portes en 2022 après des travaux de restauration très importants, mais qui reste un très beau lieu pour assister à des événements culturels et reconnecter avec la culture française. Nous avons aussi nos écoles françaises, pour parler du nord au sud, École française du Maine, Lycée international de Boston, École française du Grand Boston et la French American School of Rhode Island, qui sont des très belles institutions dans lesquelles mettre vos enfants, car il est fondamental que les enfants, la génération
des enfants puissent maintenir ces liens. C'est autant d'opportunités supplémentaires et de bienfaits en termes de bilinguisme. Et puis, nous avons aussi de très belles institutions pour les entreprises. Je pense à la Chambre de commerce franco-américaine, la FACNE, qui a été si dynamique pendant cette période de Covid, ainsi que la French Tech Boston, qui rassemble nos entrepreneurs français installés à Boston, et dont nous sommes très fiers. Vous voyez, les occasions de reconnecter sont très nombreuses. Saisissez-les. Malgré le Covid, le consulat a essayé d'organiser des événements, que ce soit en ligne ou en présentiel. Vous pouvez les suivre sur nos réseaux sociaux et vraiment saisissez ces occasions. C'est pour nous très important de pouvoir poursuivre ce dialogue et ces relations que nous apprécions tant avec les Français de Nouvelle-Angleterre. Et nous vous sommes aussi très reconnaissants à tous ceux qui maintiennent des liens très actifs avec la France, qui subventionnent, qui font des donations pour des institutions françaises. Je pense notamment aux universités. Il y a eu quelques cas très récents de Français qui ont fait de très généreuses donations. Je crois que c'est la reconnaissance exprimée aussi pour un système éducatif, un système d'enseignement supérieur qui, pour nous tous, a fait des merveilles, nous a donné une éducation gratuite et de très haute qualité que nos amis américains apprécient, comme je le sais. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère avoir des occasions très prochainement d'être à votre contact. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Je me tourne maintenant vers la seconde organisation qui nous a soutenus dans l'organisation de cet événement, le Harvard Club of France. Et c'est Madame Audreyne Eloi qui va prendre la parole pour quelques instants pour vous présenter le Harvard Club of France. Audreyne? Merci Marie-Christine. Monsieur le Consul, Marie-Christine Gnosy et chers organisateurs de HUM. Je suis donc première vice-présidente du Harvard Club de France et à ce titre, je suis ravie de témoigner de notre soutien à cet événement et aussi à votre organisation dont on pense qu'elle est effectivement très importante. Chacun d'entre nous, vous à Boston et nous en France, nous avons eu cette expérience de l'expatriation et on sait que c'est un sujet voilà, qui surtout en cette période complexe, est un sujet d'importance et qui mérite discussion. Alors, juste pourquoi est-ce que nous souhaitons soutenir l'événement et soutenir l'organisation? Je vais juste rappeler la mission du Harvard Club de France. Elle est triple. C'est d'abord assurer le rayonnement d'Harvard en France, mais aussi de la France à Harvard. Et là, je crois qu'il y a un point commun d'intérêt. C'est rassembler la communauté des acteurs d'Harvard en France, mais aussi être les porte-parole de la communauté francophile française au sein d'Harvard et pouvoir entretenir des liens forts avec l'administration de l'université. Je voulais maintenant mettre en valeur quelques-unes de nos activités pour ceux qui connaissent moins ce qu'on fait et mettre la lumière sur celles qui sont d'intérêt pour vous. Évidemment, une des premières choses que fait le Harvard Club de France, c'est organiser des événements. Avant, elles étaient évidemment en présentiel. Cette année, nous en avons fait 4 en présence, en personne. Mais nous avons aussi largement développé une offre très ouverte à l'ensemble de la communauté francophile et française, avec 12 événements en ligne de toute nature, autant du réseautage, des échanges libres que des choses très thématiques, des présentations de livres. Et également, nous avons quelques axes d'intérêt avec ce qu'on appelle le giving back. Et je voulais donner l'exemple de ce qu'on souhaite développer. Ce sont des initiatives pour les jeunes défavorisés qui sont dans des lycées en France qui ont moins la connaissance de la culture américaine et les aider à comprendre comment fonctionnent les universités américaines. C'est le travail du Harvard French Scholarship Fund qui est en train de se mettre en place. L'idée sera de leur permettre d'accéder à des formations courtes aux États-Unis qui vont leur donner ensuite l'idée de pouvoir candidater un peu plus tard à des universités telles qu'Harvard. Au-delà de ces choses-là, nous sommes actuellement en train de renforcer nos liens avec les SIGs comme HUM, mais aussi avec le campus Harvard, le campus donc à Boston, avec notamment dans notre conseil d'administration
une professeure d'Harvard à la Harvard Medical School, qui est donc basée à Boston, et également des liens avec la communauté du Harvard French Scholarship, Harvard French College Club, cette fois, qui a également diffusé l'information sur cet événement. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé à vos liens avec nous, nous serons ravis, et nous serons ravis également de proposer des choses qui peuvent être d'intérêt pour vous en termes d'événements. Et à titre personnel, un intérêt pour l'événement, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, dans 4 villes différentes. C'est une expérience qui a été très riche à chaque fois. Et évidemment, chaque ville a apporté ses spécificités, ses approches, ses cultures. À ce titre-là, personnellement, je trouve l'événement extrêmement intéressant et j'aurais aimé de l'aide sur ces points-là. Et sur la question de la santé mentale, je travaille actuellement à l'INSERM en tant que responsable des relations internationales, donc l'Institut national en santé et recherche médicale. Et la santé mentale est évidemment un sujet de grande préoccupation pour nous. C'est devenu une de nos priorités. Et donc, à ce titre-là également, personnellement, je suis très intéressée par l'événement, même si je ne pourrais pas rester tout le temps. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous. Merci beaucoup, Audrey, et pour le soutien du Harvard Club of France. Après cette introduction, je vais laisser rentrer quelques personnes qui nous rejoignent. Voilà. C'est maintenant le temps où nous commençons le panel et donc je vais avoir le privilège d'introduire, de présenter nos invités ce soir. Voici donc le premier invité qui va, après une brève introduction, quelques remarques de ma part, prendre la parole. Mehdi Lazare. Mehdi Lazare est un pédagogue et géographe, spécialiste de l'éducation nationale. Il est inspecteur de l'éducation nationale et proviseur adjoint du lycée international de Boston. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages traitant de l'internationalisation de l'éducation, ainsi que de la géographie du monde arabe. Docteur en géographie de l'université Panthéon-Sorbonne, coucou, moi aussi, et diplômé d'études approfondies en géopolitique de l'Institut français de géopolitique. Il est également un ancien élève de l'IEP de Strasbourg et de l'ESCP. Notre second speaker, notre second présentateur, après Mehdi, sera Dr Christophe Tsouriau. Christophe nous rejoint du sud de la France, à Bordeaux, où il est à la fois un neurologue et un épidémiologiste. Il a travaillé en tant qu'interne aux hôpitaux de Paris et à la direction de la clinique de neurologie à l'hôpital de la Riboisière. Il a rejoint l'INSERM en 1994 en tant qu'officier de recherche et a été promu en tant que directeur de recherche en 2000. En 2005, il est devenu le directeur d'une nouvelle unité de recherche à l'INSERM, à la Pitié-Salpêtrière. Et en 2001, il a été nommé professeur d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux et il est également un praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. En septembre 2013, il est devenu le directeur du centre de Bordeaux de Population Health Research Center, qui est également affilié avec l'INSERM et l'Université de Bordeaux, et qui aujourd'hui compte plus de 500 membres du personnel de recherche. Et enfin, pour conclure notre panel, Karine Isabelle nous rejoint. Bonjour. Karine Isabelle a fondé et dirige l'équipe de Case Studies à la Harvard Business School pour aider les membres, les professeurs ainsi que leurs étudiants à écrire des Case Studies. Vous savez que à l'école de Business School, c'est un modèle d'apprentissage et de leur permettre d'apprendre de l'expérience de manager tout autour du globe. Sur les 10 années précédentes, elle s'est centrée sur la question de la santé mentale au travail, avec en 2018 un livre « Compassionate Management of Mental Health in the Modern Workplace », dont elle est la co-auteure avec l'Université de Miami Business School, le professeur, le dean John Quelch, et qui se centre sur le rôle du manager. Plus récemment, dans des articles publiés par son activité avec le Harvard Business School, Harvard Business Publishing et des modules de cours en ligne, elle a donné le pouvoir aux éducateurs de commencer des conversations et de créer des connexions entre la santé mentale et le monde du business et du travail. Enfin, elle a cofondé
HSIO, Human Sustainability Inside Out, afin d'apporter la santé mentale et du soutien concret et des programmes éducatifs à des audiences plus larges. Ça, c'est la traduction en live. Hein, vous voyez l'esprit bilingue qui se met en marche. Mais comme ça, ceux qui suivent en français ont l'audio, ceux qui suivent en anglais ont la vidéo sur l'écran. Merci à tous les trois de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un grand plaisir que d'entendre et d'apporter vos voix à notre communauté d'expatriés en Nouvelle-Angleterre. Nous sommes donc maintenant prêts pour commencer le premier moment de cette réunion ensemble avec notre panel d'experts. Et je vais avoir le plaisir de commencer un petit peu, je vous laisse le sérieux pour la suite. On va commencer sur quelques remarques sur les conséquences que l'expatriation peut parfois avoir sur notre identité, et également sur notre habilité, notre capacité à naviguer des environnements multiculturels une fois que nous avons fait l'expérience d'une expatriation. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice que la plupart de mes étudiants ont fait. C'est de vous poser la question, si vous deviez vous décrire à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous lui diriez? Je suis. Et pensez 3, 4, 5 phrases dans votre tête, I am statements. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour vous présenter? Et quand on pense à ça, évidemment, dans le contexte d'aujourd'hui, je suis prête à parier qu'un certain nombre d'entre vous ont pensé « je suis », suivi de soit une nationalité, peut-être que vous êtes français, soit French speaking, si vous nous rejoignez alors que vous avez appris la langue française en tant que deuxième ou autre langue, après votre langue maternelle. Et donc, évidemment, ce qui ressort ici, c'est que l'identité est contextuelle. Et que par conséquent, le contexte dans lequel on se trouve veut dire qu'on va prêter attention à différentes facettes de notre identité. Il y a des aspects de qui nous sommes qui vont ressortir davantage en fonction du contexte. Et donc, je voulais partager avec vous une petite histoire. Peut-être que l'écrit est assez petit, mais je suis rassurée par le fait qu'une majorité d'entre vous parlent français, donc vous pourrez suivre quand même. Quand je suis arrivée à Cambridge, la jeune femme avec qui j'habitais m'a dit « il y a une boulangerie française à Harvard Square. Il faut que tu ailles la voir, cette boulangerie française est géniale. » Et elle me dit « la boulangerie française, elle s'appelle Au Bon Pen. » Et donc, je commence à me mettre en quête de cette fameuse boulangerie française Au Bon Pen. Évidemment, rien n'apparaît jusqu'à ce que je réalise que Au Bon Pen is actually Au Bon Pain, et que, évidemment, la boulangerie est au milieu de la place, elle n'y est plus, mais elle y était à l'époque, de Harvard Square. Par contre, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, une bonne expérience d'expatriation, ça m'apprendra Au Bon Pain, ça se dit Au Bon Pen ici, et maintenant je saurai, j'ai appris ma leçon. Ce que j'avais moins anticipé, c'est ce qui m'est apparu quand j'ai regardé sur la fenêtre de Au Bon Pen. Et oh mon Dieu, il proposait un croissant au homard avec mayonnaise. Et ce moment-là, non seulement m'a fait réaliser les phonétiques du français en Nouvelle-Angleterre, mais de façon un petit peu plus concrète et un petit peu plus profonde, le fait qu'être français, ça allait sans doute vouloir dire quelque chose de différent en Nouvelle-Angleterre que ce que je pouvais anticiper moi-même en tant que Française. Et donc, j'aimerais vous parler un petit peu de cet impact identitaire que l'expatriation peut avoir sur nous lorsqu'elle nous fait prendre conscience de facettes de notre identité dans un environnement culturel très différent, où les viennoiseries apparemment se servent avec du homard et de la mayonnaise. Il y a bien sûr beaucoup d'histoires d'expatriation. Oui, Karine partage que beaucoup d'entre nous finissons par aimer les croissants au homard. Effectivement, il y a des évolutions du goût qui se produisent. Et il y a de nombreux... Maya. Il y a de nombreux... J'admets quelqu'un. Oh, c'est mignon. Oui, on a des jeunes... Christine, ton audience est non seulement globale, mais est aussi multigénérationnelle, comme le monde du travail. C'est le croissant au homard qui est attirant.
Donc, effectivement, beaucoup de ces histoires se prêtent à des histoires amusantes au final quand on y repense. Vous avez sans doute fait l'expérience de la personne au restaurant qui vous demande à peu près 35 millions de fois si « Is there anything else I can do for you ?» Et la seule chose que vous voulez lui dire, c'est « Oui, laissez-moi manger en paix, s'il vous plaît. » Et on a une culture très différente de la nourriture au restaurant. Et on va reparler un petit peu de ça. Vous avez peut-être aussi fait l'expérience, et mes amis le savent, du serveur qui vous dit « Are you still working on this ?» Et I'm not working on this. I'm enjoying this. And yes, I'm still working on it. Leave it here, please. Right? On a ces moments. Et alors, bien sûr, un autre dans lequel je sais que certains d'entre vous m'ont même contacté par écrit avant pour envoyer les petites anecdotes de la vie d'expatriés, qui me disaient, ah oui, alors ici, avoir un crédit et avoir des dettes, en fait, c'est bien. Ben ça, c'est très désorientant pour quelqu'un qui vient du système bancaire français. Mais derrière ces anecdotes un peu risibles qui nous font sourire quand nous avons vécu aux États-Unis pendant longtemps, il y a en fait des choses, des valeurs et des concepts beaucoup plus profonds. Et par exemple, derrière le fait que le serveur qui interrompt parce que c'est la notion de service aux États-Unis, ça se confronte à la notion de vie privée en France, où au contraire, on attend dans ces espaces néanmoins publics, mais des espaces de convivialité autour du repas, autour de la table, on attend à avoir le droit à un certain espace privé qui ne soit pas sans arrêt interrompu. Alors qu'aux États-Unis, c'est une valeur de service, bien entendu, que de s'assurer que les clients soient satisfaits. De même, quand on nous demande si on est prêt à débarrasser la table et si on a terminé de manger, ça peut interrompre des valeurs importantes. On sait que la culture française est centrée ou a un pilier important dans la nourriture, mais aussi dans la convivialité, dans le partage d'un repas, dans le fait qu'on prend le temps de déjeuner. Nos pauses déjeuner sont légendaires aux États-Unis pour une bonne raison. Et avec cela, peut-être aussi une certaine qualité de vie qui, lorsque nous vivons dans un autre espace-temps et espace culturel, peut nous sembler un petit peu mise à mal et demander qu'on y prête davantage attention. Et ensuite, le crédit, évidemment, il y a des structures. En France, on ne peut pas s'endetter au-delà de 30%, etc. Il y a des structures qui, d'après ma propre analyse de cette situation, en fait, reposent sur une conscience très forte en France de l'impact global, de l'impact collectif des actions individuelles. Et ces structures sont en place, par exemple, pour réguler ce qui est possible au niveau du crédit, d'une façon qui n'est pas présente aux États-Unis et qui peut choquer, qui peut interroger des gens de culture française quand on vit aux États-Unis. Et alors, une fois qu'on reconnaît ça, une fois qu'on reconnaît ces questions qui, en fait, cachent des choses plus profondes, commence, je pense, une deuxième phase de l'expatriation, qui est un moment où les vraies questions se posent. On a sans doute l'expérience, beaucoup d'entre nous, de la question beaucoup plus neutre aux États-Unis qu'elle ne peut le sembler pour des gens qui sont immigrés, de « Where are you from? Because I can tell you're not from here. Where is your accent from? Where are you from? » Right? Et la question de l'accent, la question de la provenance est très importante pour l'identité, évidemment, parce qu'elle met elle met en valeur immédiatement le fait que nous sommes aliens. D'ailleurs, c'est comme ça la catégorie dans l'immigration, le système d'immigration américain, n'est-ce pas? Vous êtes un alien. On est un autre, on est une altérité. Et donc, cet accent, qui a bien sûr de nombreuses valeurs, de nombreuses connotations, peut très rapidement, dans une conversation, nous identifier comme étant autres, comme étant étrangers. Et évidemment, dans le contexte politique actuel, c'est une identité qui n'est pas neutre. C'est une identité qui vient avec des stéréotypes. Alors, parfois des stéréotypes charmants, où on vous complimente sur le fait que vous avez un charme ou un je ne sais quoi à la française, mais qui parfois, malheureusement, activent des stéréotypes beaucoup plus dommageables et beaucoup moins risibles. Donc, la réalité d'être un expatrié aux États-Unis fait malheureusement aussi partie. Il y a un autre point qui est peut-être l'idée de ne pas
reconnaître les valeurs culturelles, par exemple les références culturelles qui semblent naturelles à votre groupe d'amis. Et on voit ça notamment, je sais que cet après-midi, on va parler des jeunes, des enfants et des jeunes qui grandissent dans un contexte d'expatriation. Quand on arrive au niveau du lycée, par exemple, et qu'on n'a pas connu les groupes, qu'on n'a pas connu les références culturelles des amis, on sait que ce fonds de culture partagée est un élément déterminant du tissu social et de relations sociales, et par conséquent, ne pas connaître ces références-là et peut-être avoir le sentiment, le désir de cacher son ignorance, de cacher tout cela, est-il dérivé d'un sentiment qu'en fait, on n'a pas sa place, we don't belong. Et ces sentiments que j'entends souvent venir à la surface quand je travaille avec des expatriés sont des choses qui, bien entendu, font partie de l'expérience de vivre à l'étranger et qui peuvent être reconnues et sur lesquelles on peut trouver de l'aide. Pour le soutien émotionnel, l'expérience émotionnelle, d'avoir laissé peut-être une maison, d'avoir laissé une familiarité, d'avoir laissé une culture dans laquelle nous étions orientés, qui nous reconnaissait, que nous reconnaissions, et peut-être même d'avoir à un moment donné dans l'expérience de l'expatriation le sentiment de prendre l'avion pour retourner aux États-Unis et de se dire « je retourne vers chez moi », au lieu d'avoir ce sentiment quand on rentre en France, n'est-ce pas? Et ce moment, en fait, que beaucoup d'expatriés m'ont témoigné comme étant un moment de crainte de perdre son identité. C'est le moment où je m'adapte le mieux dans ma nouvelle culture, dans mon nouveau pays, et c'est le moment où je crains de perdre qui je suis, qui j'étais avant cela. Ces questions, évidemment, se déroulent aussi dans le contexte professionnel avec des attitudes concernant l'identité professionnelle. Et on va très brièvement mentionner, par exemple, le fait que l'étiquette, les cultures, les normes des échanges au travail sont différentes en fonction des cultures. Et par exemple, j'ai eu de nombreux expatriés de culture française qui m'ont dit: au départ, je me tenais un petit peu très professionnelle, je ne partageais pas tant d'informations personnelles et parfois avoir même eu le retour d'un manager, de quelqu'un dans l'équipe qui disant « mais you're not doing enough small talk ». Pourquoi est-ce que tu te tiens à l'écart, hein, et avoir ce stéréotype du français arrogant, du français unfriendly, un peu distant. Et évidemment, tout ça, c'est à la base quelqu'un qui veut être professionnel, quelqu'un qui veut respecter la vie privée. On en revient à cette notion de privacy, la vie privée de ses collègues, et qui est interprétée de façon très différente dans un cadre culturel différent. Une autre difficulté que les Français rencontrent souvent, c'est le CV qui n'est pas compris. Les gens ne savent pas le nom des écoles où vous êtes allé, alors qu'elles sont très prestigieuses en France. Tout d'un coup, plus personne ne les connaît, par exemple, où on vous demande carrément de retirer toute la partie française de votre CV parce que c'est pas quelque chose qui va vous aider, ou bien on vous fait des remarques, par exemple, votre CV est exotique. Et toutes ces remarques, malheureusement, comme des microagressions, sont des choses qui sont en général, qui se répètent régulièrement et à petite dose, mais répétées, sont des choses qui peuvent être très invalidantes et qui peuvent remettre en cause le sentiment de savoir qui on est, de savoir quel est notre sens et notre valeur, notre sens de compétence professionnelle, et qu'il est bon de remettre dans le contexte interprétatif d'une expérience à l'étranger, plutôt qu'une remise en cause directe, personnelle, au niveau individuel de ces niveaux de compétences, par exemple. Enfin, le paradoxe quand même dans une culture américaine qui aujourd'hui nous demande beaucoup de faire cas de notre identité, mais qui nous demande de faire cas de cette identité dans un contexte américain et à travers une perspective américaine, qui est une expérience où j'ai entendu beaucoup de gens nous dire c'est très déroutant de devoir faire droit à mon identité française, mais de ne le faire qu'à l'américaine. Parce que sinon, ça n'est pas reconnu, ça n'est pas entendu. Et donc, je sais que Karine va développer, et on aura aussi une table ronde dans la deuxième partie de cet événement dédiée à la vie professionnelle et à l'impact de l'expatriation au travail. Donc, ce sont juste des remarques introductives sur cette part importante, évidemment, de notre vie à l'étranger. Enfin, je voudrais ouvrir un petit peu un espace avant de donner la parole à notre prochain invité sur quelques conséquences en termes d'une troisième phase, si vous voulez, d'expatriation, le fait qu'on reforge une identité dans un monde culturel un peu différent. Et par exemple,
La réalité qui me vient en tête à chaque fois, alors évidemment l'exemple amusant, c'est sur le menu du restaurant, parce que si vous voulez des entrées, si vous lisez la partie du menu qui se réfère aux entrées, ben ça c'est le plat principal évidemment. Ils ont pris le mot français, mais ils ne l'ont pas appliqué à la même partie du menu. Donc ça peut voilà, derrière un mot, il y a des différences. Mais la raison pour laquelle je dis the world behind a word, c'est une lettre de différence, mais en fait, effectivement, derrière une différence d'un mot, il y a parfois des différences énormes culturelles. Et je partage un petit peu mon expertise ici de neuropsychologue, où nous avons plusieurs mesures dont nous nous servons dans la clinique, à l'hôpital. Et par exemple, il y en a une où on demande aux patients de nous dire, il y a 148 adjectifs, et on leur demande d'endosser certains adjectifs. Est-ce que ça les décrit, oui ou non? Et évidemment, bien sûr, dans cette liste, il y a l'adjectif fier. Eh bien, la fierté, aux États-Unis ou en France, c'est un concept très différent. La fierté, être fier, en France, ça a une connotation beaucoup plus négative, alors que être fier aux États-Unis a une connotation beaucoup plus positive. Mais il y a des conséquences très réelles à ces différences interprétatives, parce que, par exemple, quand nous recevons des patients français ou de culture française dans un contexte médical américain, il y a même un test de personnalité qui a été créé aux États-Unis, reflète une vision culturelle américaine, et où, par exemple, si vous êtes amené à dire que flirter fait partie de votre expérience de vie, vous êtes d'emblée dans la catégorie pathologique, ce qui est quand même problématique en tant que Français. On pathologise la culture dans son ensemble. Mais effectivement, ce sont des choses qui sont reflétées même dans des pratiques hospitalières, dans des pratiques de diagnostic. Il y a aussi dans l'identité à l'américaine quelque chose que les Français ont beaucoup de peine à apprendre, mais qui est très important. C'est la culture du « everything is awesome ». Il y a très peu d'espace pour une contestation qui soit prise dans un état d'esprit de productivité, d'amélioration, de progrès. Les Français sont contestataires, on est dans la rue tous les 4 matins, on proteste et on fait avancer énormément les causes sociales à travers cette dénonciation d'un état de fait présent qui laisse à désirer et qui peut être amélioré. Aux États-Unis, souvent, cette même attitude a besoin d'être traduite dans des attitudes différentes pour maintenir le mandat d'un environnement professionnel et communautaire positif. Il faut toujours le formuler dans un état d'esprit davantage tourné vers la positivité. Par exemple, ça implique directement la façon dont des praticiens hospitaliers formés en France vont annoncer un diagnostic en France par rapport à la façon dont ils l'annonceraient aux États-Unis. Je suis ravie d'y revenir en table ronde, mais je souhaiterais ne pas prendre trop de temps, donc je vais continuer à avancer. Pour certains d'entre vous qui ont vu le film qui vient juste de sortir, Dune, c'est une scène ici où le dirigeant d'une des 2 cultures mises en scène dans le film est présenté aux dirigeants d'une autre culture. Et l'homme qui se tient à la droite a vécu dans cette autre culture. Il a été lui-même un expat pendant un petit peu de temps. Et le dirigeant invité arrive et crache sur la table au devant du chef qui le reçoit. Évidemment, tout le monde met la main à l'épée, tout le monde interprète ce geste comme étant un geste irrespectueux. Et le personnage à la droite, évidemment, interrompt immédiatement cette mésinterprétation culturelle en disant, dans la culture que l'on reçoit, de l'invité que l'on reçoit, c'est en fait un don qui est une façon d'honorer son hôte. Et donc, il y a une recontextualisation, il y a une réinterprétation que bon nombre d'entre nous ont à produire tous les jours, à savoir nous devenons des traducteurs culturels dans lesquels nous développons notre capacité à agir, à exprimer nos émotions, à résoudre des problèmes, à naviguer une hiérarchie au travail en utilisant des codes différents qui sont ceux que nous avons appris en France. Et peut-être pour terminer, reconnaître que ce pouvoir de traducteur, ce pouvoir de navigateur cross-culturel, interculturel, peut être libérant de temps en temps, peut faire droit à certaines facettes de notre identité qui peut-être ne s'exprimaient pas en France, n'auraient pas pu s'exprimer dans une culture française, mais qui pour autant
peuvent être extrêmement difficiles à vivre au quotidien, extrêmement épuisantes quand on a le sentiment de sans arrêt devoir prêter attention à la façon dont ce que l'on dit et ce que l'on présente va être reçu, interprété, de façon à anticiper et présenter différemment ce qui nous serait naturel. Dans d'autres contextes, on appelle ça masking. Et on reconnaît en tant que, dans le domaine de la psychologie, le coût psychologique, émotionnel et d'énergie que ça prend de naviguer ces environnements multiculturels de cette façon-là. En conclusion, sachant que nous allons parler des ressources et des forces des expats dans la suite de notre événement, je voulais ajouter qu'effectivement, notre adaptabilité en tant qu'expat, même quand c'est fatigant de temps en temps, notre adaptabilité nous permet de nous adapter à des contextes changeants. Covid en est un exemple qui nous a affectés récemment, nous permet en général de développer une ouverture d'esprit à des cultures différentes, à des mœurs, des coutumes différentes qui se prêtent à réduire les biais négatifs envers des groupes différents que l'on voit aujourd'hui de façon très, très importante autour du monde. Les relations entre groupes sont importantes à faciliter davantage et les gens qui ont une expérience multiculturelle ont l'habitude de prêter attention à l'intention plutôt qu'aux mots et parfois permettent du coup de désactiver une situation qui aurait pu se coincer si l'on regarde trop dans le détail, mais au contraire, ayant appris eux-mêmes à faire attention à l'intention, à leur intention qui n'était pas toujours traduite exactement par le mot qu'ils ont développé eux-mêmes un espace de bénévolence, un espace de flexibilité pour donner à autrui un peu d'espace de reconfigurer ce qui a été dit si l'interface devient un petit peu tendue. Et donc, on a des expats qui ont une intelligence culturelle, une capacité de s'adapter et de faciliter des discussions qui peuvent parfois se tendre, qui vient directement de cette expérience d'expatriation. Et donc, je reformule un petit peu la citation de Stephen Hawking en disant que « cultural intelligence is the ability to adapt to global change », du type de ce que nous avons affronté au cours de la crise du Covid. Merci beaucoup pour cette première introduction. Je vais maintenant passer le micro à notre prochain intervenant, Mehdi Lazare, qui va présenter l'expérience des étudiants et des enfants qui grandissent à l'étranger, ainsi que celle de leurs parents, à partir de son expérience directe sur le lycée international de Boston. Mais souhaitez-vous partager votre écran? Vous voulez que j'arrête de partager? Oui, d'accord, je vais partager, si ça va. Voilà, je vais le faire tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Parfait. Merci Marie-Christine et merci également pour l'organisation de cette flagship series. C'est un plaisir d'être là avec tout le monde aujourd'hui. Je vais essayer en quelques minutes et quelques diapositives de résumer ce que pourrait être l'expérience d'un élève dans un établissement français à l'étranger. Ça va être assez centré sur l'expérience de l'élève dans l'établissement, donc sur une partie programmatique, le lien avec les programmes, et puis dans les tables rondes, peut-être que nous pourrons ouvrir plus sur l'expérience familiale, sur l'expérience de l'enfant, qui va être, lui, l'élève, dans tous les autres cadres, tous les autres contextes, toutes les autres situations dans lesquelles ce dernier va se trouver. Tout d'abord, cet élève, appelons-le Nicolas, pour ceux qui le connaissent, le petit Nicolas, son expérience va être caractérisée par un élément qui va être fort, c'est le lien avec la France, le lien avec la culture française, le lien avec la langue française et le lien avec le système d'enseignement français. Et ça signifie plusieurs choses. Ça signifie tout d'abord une exposition significative à la culture française, et notamment une exposition significative à la langue française, de l'ordre de plus de 50% du temps de scolarisation, puisque ce nombre est à la fois le nombre minima qui permet de définir l'expérience d'immersion scolaire, donc de scolarisation dans une langue cible, dans une langue qui n'est pas forcément la langue parlée à la maison. Et c'est aussi le nombre qui permet pour l'AEFE ou le ministère de l'Éducation nationale
mettre en œuvre l'homologation du programme d'enseignement. Donc, ce 50%, c'est un nombre assez intéressant à garder en tête. La deuxième caractéristique, c'est une exposition à un projet éducatif spécifique qui, pour nous, est un projet éducatif humaniste. Il met l'accent central sur la valeur et l'action des êtres humains, à la fois individuellement et collectivement, et il privilégie la pensée critique, le raisonnement basé sur des faits par rapport à l'acceptation du dogme ou des superstitions. C'est aussi faire partie d'un grand réseau, celui de l'enseignement français à l'étranger, si cet élève est scolarisé dans un établissement qui va être homologué. Et donc, c'est faire partie d'un réseau de plus de 500 établissements homologués dans le monde, 370 000 élèves. C'est le réseau le plus dense du monde et celui qui est réparti sur tous les continents. Ça signifie deux choses, en fait. Ça signifie techniquement que pour Nicolas, ça va être une éducation internationale, puisque cette expérience va être basée sur des relations avec un corps étudiant international. On va y avoir des étrangers tiers, on va avoir des élèves du pays d'accueil, et puis on va avoir des élèves français, mais aussi un corps professoral international avec un certain nombre d'enseignants qui vont être des expatriés, qui vont venir pour enseigner dans cet établissement français à l'étranger, et puis un programme international, puisque les programmes d'enseignement vont être français et non pas les programmes du pays d'accueil, que ce soit les standards du Massachusetts, que ce soit le Common Core, etc. Puis, dernière caractéristique, c'est pour Nicolas la possibilité de la mobilité. Et en fait, cette caractéristique est extrêmement importante. Cet élève va avoir la possibilité de rentrer en France et de se réinscrire tout de suite dans une école française, que ce soit une école publique ou une école privée. Mais cet élève va aussi avoir la possibilité d'aller dans tous les établissements qui sont homologués dans le monde. Et on sait qu'il y en a dans beaucoup de villes. La plupart des villes aux États-Unis en ont un, des grandes villes, bien sûr, mais la plupart des grandes villes dans le monde entier en ont un également. Donc, cet aspect de la mobilité, il est également très important. En quelques minutes, j'ai essayé peut-être de m'interroger sur quelles sont vraiment les caractéristiques uniques de la scolarisation en français. Et j'en ai trouvé 5 que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Je les ai appelés les 5 C de l'expérience éducative française. Le premier C, c'est l'exposition à un tronc commun, un curriculum spécialisé qui est très axé sur la maîtrise d'un socle de compétences et de connaissances qui soit commune à tous les élèves jusqu'à un certain niveau. Et il est organisé d'une façon également particulière qui est la progression spiralaire. Donc, c'est une approche en spirale, on va en parler dans quelques minutes. Le deuxième élément, c'est une autre caractéristique, c'est une expérience scolaire qui va être fondée sur un objet scolaire particulier, la dissertation, qui est maintenant appelée la composition. Donc, c'est le deuxième C, la composition. Le troisième élément, il est caractéristique ici de 3 approches, on va dire, plutôt éducatives. L'accent mis sur la pensée critique, l'esprit critique, ou critical thinking, l'accent mis sur la culture générale et l'accent mis sur la formation du citoyen ou la citoyenneté. Donc, tout d'abord, ce curriculum en spirale, qu'est-ce qu'il signifie? C'est un curriculum qui permet en fait d'avoir une complexification croissante des énoncés. Donc, les élèves vont être exposés à la même notion de façon spiralaire, plusieurs fois dans leur scolarité, mais avec une énonciation, une présentation des concepts de plus en plus complexes. Donc, niveau de difficulté ici, exprimé en anglais. Ça, c'est inhérent aussi à ce concept de proposition d'un tronc commun. Ce concept de tronc commun, il est très important parce qu'il est fondamental dans le système scolaire français, notamment de la façon dont il s'est constitué à la fin du 19e siècle avec les lois Ferry sur la constitution de l'école française laïque et obligatoire. Il est d'abord exprimé par ce que Jules Ferry a appelé, quand il était ministre de l'Instruction publique, présenter aux élèves ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. C'était dans les textes officiels et ça devait être mis en œuvre par ce qu'on appelait à l'époque les hussards noirs de la République, donc les instituteurs. Cette idée de socle commun est restée. Jusqu'à maintenant, on le retrouve encore dans la loi avec le socle commun de compétences et de connaissances mis dans la loi en 2005. Et vous le retrouvez avec l'augmentation de la scolarité obligatoire en 2000. Jusqu'à 14 ans en 1936, en 1959 jusqu'à 16 ans, avec la réforme Abi en 1975 du collège unique, puis dans la loi avec le socle commun de connaissances et de compétences. Vous avez cette idée de donner pour la formation de l'individu un nombre de connaissances, d'acquérir un nombre de compétences qui n'est pas possible de ne pas avoir pour avoir une vie qui soit épanouissante et productive. Ça se traduit d'une partie programmatique par la mise en œuvre de ce curriculum qui va être spiralaire. Or, ce curriculum spiralaire, on ne le retrouve pas aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, les curriculums sont parfois, on va dire, caractérisés par ce qu'il a appelé « one inch deep and 1 mile long ». Donc, c'est une exposition à un certain nombre de connaissances, plutôt mécaniques, mais pas avec moins de liens entre elles. C'est aussi une exposition à des blocs qui sont beaucoup plus importantes,
des blocs par exemple de 5 heures par semaine, c'est un peu la caractéristique des Advanced Placement, mais qui vont être au choix des élèves. Donc on n'a pas cette idée de tronc commun et on n'a pas cette idée de complexification croissante des énoncés qui vont être présentés aux élèves qu'on retrouve dans les programmes français. Pour vous donner un exemple très rapide, la Seconde Guerre mondiale, étudiée en CM2 dans le programme français, étudiée en troisième, étudiée en première pour le lycée général et technologique, étudiée dans les classes de CAP ou étudiée en seconde professionnelle pour le BEP. Donc ça, c'est une première caractéristique, ce curriculum en spirale. Ce curriculum, il va être mis en œuvre par un certain nombre dans un certain nombre de situations pédagogiques. Bon, la différenciation pédagogique est mise en œuvre, etc. Mais une caractéristique principale du système français, c'est la place de l'écrit et notamment la place d'un objet particulier d'éducation, ce qu'on appelle la dissertation ou maintenant la composition. Cette dissertation elle est très importante parce que d'un point de vue historique, c'est un marqueur emblématique de notre système scolaire. Elle est toujours très importante dans les concours de recrutement de la haute fonction publique, dans les concours de recrutement des professeurs, mais aussi dans l'examen phare du système scolaire français qui est le baccalauréat. Elle est apparue à la base comme un exercice littéraire, et puis elle est venue de plus en plus croissante, ou de plus en plus présente dans le système scolaire français, d'abord au début du 19e siècle dans le système universitaire, en licence, dans les agrégations pour le doctorat, et puis dès la fin du 19e siècle dans le système secondaire, avec l'épreuve de philosophie tout d'abord, puis l'épreuve de rhétorique, et puis ensuite le passage de l'épreuve de latin vers une épreuve de composition française. Et elle est devenue maintenant prépondérante dans le système scolaire français, notamment au baccalauréat, où elle est toujours utilisée pour 4 épreuves phares, le français, la philosophie, l'histoire géo et l'économie. Cette dissertation, elle permet en fait de mettre en œuvre un certain nombre de compétences qui sont essentielles à la formation de l'élève français. Répondre à une question posée par le sujet, construire une argumentation à partir d'une problématique, mobiliser ses connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet. Pour les enseignants, ça permet d'évaluer à la fois les connaissances des élèves et les compétences des élèves. Cette dissertation, elle est aussi essentielle pour un aspect plus programmatique de l'enseignement français, et notamment de l'enseignement français à l'étranger, bien évidemment, c'est la formation de l'esprit critique. Donc, un petit clin d'œil ici, je pense que vous allez apprécier ce petit carton. L'esprit critique, c'est la capacité pour un individu à ne recevoir pour vrai ce que cet individu a minutieusement interrogé, minutieusement analysé. C'est la capacité à remettre en question des préjugés, des idées reçues, des jugements qui soient peut-être des jugements hâtifs pour essayer de rester le plus factuel possible et le plus humble possible et essayer de donner du sens à la réalité avec une pratique particulière, celle de l'analyse. Ce qui est intéressant dans l'esprit critique français, c'est qu'en fait, il est prépondérant dans le système scolaire français, mais il permet d'accéder à une capacité de débat qu'on retrouve absolument dans la société française, où le débat est très présent, le débat pas seulement politique d'ailleurs, mais aussi culturel, intellectuel, qui va être un débat beaucoup plus frontal que dans la société américaine. La société américaine va être plus centrée sur un débat qui va amener à la recherche d'un consensus, alors que le débat à la française va être amené à une analyse assez rigoureuse, ou en tout cas on espère, qui va permettre de dépasser nos idées, qui étaient les idées que nous avions au départ, pour arriver à une certaine synthèse, et les synthèses des individus peuvent parfois s'opposer. Donc ici, on a une approche de l'esprit critique qui va être assez particulière dans celle du système français, très axée sur la culture humaniste et très axée sur le rationalisme. Cet esprit critique va être aussi utilisé dans la formation du citoyen, citizenship. Ça, c'est une composante essentielle de l'expérience d'un élève français dans un établissement homologué. Elle est essentielle, cette formation du citoyen. Elle va se faire à travers un certain nombre de disciplines, mais elle va se faire également à travers un ensemble de connaissances et de compétences qui sont très identifiées, qui est l'enseignement moral et civique. L'enseignement moral et civique, il a pour finalité, en gros, aider les élèves à accéder à ce qu'on appelle le vivre ensemble et être capable d'asseoir le projet républicain français. Il est composé généralement de 3 choses qui sont complémentaires. La capacité à respecter autrui, dans la lignée des idéaux des différentes déclarations des droits de l'homme. C'est plutôt une approche morale qui repose sur la conscience de la dignité, de l'intégrité de la personne, et qu'il s'agit du respect des droits des autres. Et il permet de définir un cadre qui va permettre d'aborder la vie en société suivant
les droits et les devoirs de chacun. C'est aussi la capacité de respecter les préférences, les choix philosophiques ou religieux des autres, et ça permet d'accéder à la définition citoyenne et laïque de notre vie en société, qui est assez particulière à la société française, et que nous, à l'étranger, à travers la charte de la laïcité, nous allons mettre en œuvre dans les établissements. Le deuxième objectif, c'est l'acquisition et le partage des valeurs de la République. C'est ce qui fonde le pacte républicain, qui est garant de la cohésion nationale et qui est en fait capturé dans 4 valeurs fondamentales. Alors, bien évidemment, on connaît la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, à laquelle on ajoute la citoyenneté. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis le quatrième élément, c'est construire une culture civique. Donc ça, c'est comprendre et à la fois être capable d'appliquer l'importance de la loi et du droit. Et ça se fait à partir d'un certain nombre de conseils, mais ça se fait aussi à partir de l'exposition des élèves au fonctionnement des institutions républicaines françaises et européennes, tout en étant ouvert à une éthique de la discussion qui caractérise l'espace démocratique. Et là, on en revient aussi à l'esprit critique et à la capacité de débat qui sont très mises en avant dans les programmes français. Ici, on a la construction d'une culture démocratique commune qui va souvent se mélanger aussi à la culture démocratique du pays d'accueil. Et dans le cas des États-Unis, c'est très simple pour nous, puisque nous faisons allusion à 2 pays qui ont des cultures démocratiques extrêmement fortes. Donc, il va y avoir quand même une espèce de mélange à un certain moment donné. L'idée étant de la construction d'une culture. Cette construction d'une culture, elle se double de la construction d'une autre culture dans le système scolaire français, qui est extrêmement importante. C'est celle de la culture générale. Là, vous avez une image intéressante, celle de Yoda qui dit « elle est partout autour de toi, la culture générale ». Et c'est vrai que dans le système scolaire français, dans la société française, la culture générale est extrêmement présente. C'est quelque chose qui est très important. Elle est importante du coup dans le projet éducatif français parce qu'elle est importante dans le projet éducatif humaniste à la française. Et cette culture générale, c'est quoi? C'est en fait un corpus de connaissances qui est au centre de notre projet éducatif. Ce sont les éléments essentiels de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, mais aussi de l'histoire de l'art, des langues, de la littérature, notamment des classiques, mais aussi d'éléments d'histoire des sciences, qu'on retrouvait d'ailleurs dans le projet de Jules Ferry autour de la connaissance de ce qui n'est pas permis d'ignorer, et qui permet de développer plusieurs choses. La curiosité, de solides compétences en pensée critique, puisque la culture générale va nous permettre d'avoir des références pour avancer dans notre débat critique et notre pensée critique, et une forte éthique, et ça c'est absolument important. Elle permet de résoudre des problèmes, de développer un jugement, et notamment d'accéder à des choix qui soient des choix éthiques, puisque si nous regardons dans le passé, nous pouvons faire des meilleurs choix quant à notre avenir. Si nous regardons ce qui se passe autour de nous, ça nous permet de mieux comprendre notre propre contexte. Lorsque nous abordons un problème sous plusieurs angles, en adoptant le point de vue d'un scientifique, d'un peintre, d'un philosophe, peut-être d'un auteur, ça nous permet de faire des choix qui soient à la fois créatifs, originaux, mais aussi éthiques. Ce que nous essayons de faire dans ce projet éducatif français avec la présence de la culture générale, c'est d'aborder un dialogue avec des grands penseurs, des grands artistes, à travers l'étude des œuvres essentielles. On le retrouve au niveau du bac français, on le retrouve au niveau de l'épreuve de philosophie, on le retrouve au niveau des éducations A et de l'histoire de l'art, pour donner aux élèves une boîte à outils qui leur permettent de voir le monde différemment et d'aborder une question tout simplement sur plusieurs angles, l'angle de la science, l'angle de la littérature, de l'histoire des arts, etc. Finalement, être français ou être un élève dans un établissement français à l'étranger, c'est aussi maintenant très souvent être dans un milieu bilingue. C'est avoir une expérience éducative qui va être multilingue. Vous avez là cette personne qui parle en 2 langues, qui dit salut, qui dit hello, mais ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que les langues d'enseignement dans l'expérience éducative de cet élève dans un établissement français vont être multiples. C'est très souvent 2, notamment aux États-Unis, c'est très souvent un enseignement bilingue. Ailleurs dans le monde, ça va être souvent un enseignement multilingue, trilingue, le français, l'anglais et la langue du pays d'accueil, l'arabe, l'espagnol, etc., etc. Cette expérience, elle se fait notamment non pas par l'enseignement de ces langues comme des langues étrangères, mais par l'enseignement de disciplines non linguistiques dans ces langues-ci. Vous allez avoir des mathématiques en français, des mathématiques en anglais, de l'histoire géo en français, des social studies en anglais, etc., etc. C'est ce qui va créer cet environnement multilingue. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'accéder à un niveau de maîtrise et de connaissance non seulement des langues, mais aussi de la culture
et de comprendre que ces langues sont des langues vivantes, des langues de communication et des langues qui permettent d'accéder à un monde nouveau ou des connaissances nouvelles avec un transfert de connaissances entre les différentes langues. La raison, c'est qu'en fait, quand vous enseignez dans plusieurs langues, vous avez accès à un certain nombre de compétences qui sont au-delà des maîtrises linguistiques. Vous avez des compétences qui sont de l'ordre de la capacité à apprendre des langues plus facilement plus tard, donc une capacité métalinguistique plus développée. Vous avez des capacités cognitives plus développées pour les élèves qui sont multilingues. Les élèves sont généralement plus agiles, plus adaptables, avec des fonctions exécutives plus développées, une capacité à multitasker qui soit plus développée, à faire des choix ou à sélectionner les informations importantes de façon plus développée. Vous avez des élèves qui sont capables de planifier de façon plus avancée. Vous avez aussi des élèves qui ont des résultats aux examens qui sont en général meilleurs. Bien sûr, c'est statistiquement parlant, hein, on parle de résultats agrégés. Vous avez des élèves qui ont des résultats au test standardisés meilleurs en général, dans les deux langues d'ailleurs, hein, pas seulement dans la langue d'accueil ou dans leur langue forte. D'un point de vue socioculturel, c'est aussi la capacité d'avoir une pleine mesure de la diversité culturelle du monde. C'est des élèves qui ont plus d'empathie pour les différences, pour les avis de chacun. Ce sont des élèves qui sont capables de voir que telle question peut être résolue de façon différente et que le monde peut être vu de façon différente. Ce sont des élèves qui ont une grande intelligence culturelle ou ce que maintenant on appelle cultural fluency. Je voudrais aborder pratiquement la fin de ma présentation par l'importance de l'immersion en français. Justement, cette expérience éducative en français, pourquoi elle est essentielle pour nous, les francophones qui sommes aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde d'ailleurs. Là, vous avez un modèle intéressant qui a été développé par Landry et Allard, notamment au Canada, qui s'appelle le modèle des balanciers compensateurs. Et ce qui nous dit ce modèle des balanciers compensateurs, c'est que lorsque vous avez un milieu socio-institutionnel extrêmement fort, et là, vous regardez le balancier du haut, et notamment la partie à droite, qui serait pour nous le milieu anglophone, eh bien, si vous n'avez pas, pour des foyers francophones, la capacité de compenser avec une exposition en français qui soit extrêmement forte, vous n'allez pas avoir ce qu'on appelle un bilinguisme additif. Les deux langues vont fonctionner ensemble de façon positive, mais vous allez avoir un bilinguisme qui va être soustractif. En gros, une langue va cannibaliser l'autre, la phagocité, voire la langue va être complètement oubliée, ce qu'on a tous vu autour de nous, des gens qui ont des langues d'héritage qui sont plus ou moins oubliées. Et vous avez besoin, ces chercheurs nous disent, de deux choses, en fait, pour compenser le milieu socio-institutionnel anglophone. Vous avez besoin d'une exposition au français dans votre milieu familial qui soit forte, et vous avez besoin de l'exposition dans un milieu scolaire en français qui soit forte, autrement dit, l'expérience immersive. Qu'est-ce que ça signifie tout ça pour Nicolas? Nicolas, il a fait sa scolarité en français. Il arrive maintenant, il a passé son bac avec un examen qui est extrêmement compétitif, extrêmement reconnu, le bac français, hein, tel qu'on l'appelle. Alors, il va avoir le bac général, peut-être il va avoir passé l'OIB, maintenant peut-être qu'il va passer le bac français international, le BFI. Parfois, il va avoir passé le bac international ou l'IB. Généralement, c'est le bac français. Cet élève va avoir énormément de choix, beaucoup plus de choix qu'un autre élève, que ce soit un élève en France ou que ce soit un élève dans un établissement monolingue américain. Et les quatre grands choix, généralement, que nous observons sont les suivants. Aller en France, avec des formations de grande qualité qui sont souvent très bon marché. Donc, moi, je ne peux que vous encourager à regarder très sérieusement l'option pour la France, notamment dans les dernières années. Maintenant, nous avons un certain nombre d'écoles qui ont proposé des programmes extraordinaires de type bachelor's. Donc, Sciences Po le fait, ESCP le fait, Polytechnique le fait. Ce sont des formations extrêmement intéressantes pour nos élèves formés dans les établissements français à l'étranger, notamment aux États-Unis. Ces élèves vont aussi aller en Europe de l'Ouest. Je donne l'exemple de King's College London, qui est une destination, on va dire, classique, un peu de moins en moins en raison du Brexit. Donc maintenant, on a des élèves qui vont en Allemagne, en Écosse, qui vont aussi beaucoup aux Pays-Bas, notamment dans les filières francophones. Et il y a l'Amérique du Nord. Beaucoup d'élèves vont au Canada, par exemple à McGill, dans des établissements anglophones comme McGill, mais aussi dans des établissements francophones. Hein. C'est très intéressant au Québec en raison des accords. Ça permet de continuer une scolarité en français. Et puis pour les élèves qui sont au nord-est des États-Unis, c'est une proximité géographique. Et bien sûr, les élèves poursuivent dans les établissements américains, par exemple l'Université de Californie à Berkeley. Donc cette expérience dans un établissement français à l'étranger, pour conclure rapidement, c'est une formidable expérience. Ça permet culturellement de devenir un individu multiculturel, multilingue, de reconnaître pleinement son identité d'élève français
qui vit dans un milieu anglophone. Ça permet d'avoir accès à un projet humaniste extrêmement fort et ça permet d'avoir des choix qui vont être bien évidemment extrêmement développés. Merci. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette présentation. Je suis sûre qu'elle va donner lieu à des conversations lors des tables rondes. Je souhaiterais maintenant donner la parole à notre prochain intervenant, Christophe Suriot, qui va nous parler de l'expérience des étudiants français. Alors, cette fois, dans une tranche d'âge un petit peu au-dessus, une fois qu'ils ont terminé le bac et qu'ils reviennent peut-être en France et qu'ils ont les expériences dont nous venons de parler, comment ces étudiants français ont-ils affronté la crise du Covid dont nous sortons à peine? Christophe, je te laisse partager ton écran également. Oui, merci beaucoup Marie-Christine. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Effectivement, je vais parler essentiellement des étudiants français, mais la littérature montre que ce qu'on observe chez les étudiants français, finalement, est assez universel et se rencontre dans d'autres tranches d'âge, mais également dans d'autres pays. Alors, il y a quand même l'avant-Covid, puisque quand on veut parler de santé mentale, bien sûr, il faut quand même lier à l'épidémie, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Alors en France, on n'a pas de statistiques nationales très claires sur cette tranche d'âge, et donc nous avons monté à Bordeaux, mais aussi dans d'autres universités françaises, une étude pour mieux connaître ça. Donc c'est l'étude iShare, Internet-Based Student Health Research Enterprise, qui était vraiment fait pour mieux comprendre la santé des étudiants en recrutant un large échantillon et puis surtout un échantillon très divers, c'est-à-dire d'avoir toutes les disciplines de l'université, d'avoir des étudiants ayant peu de moyens financiers, enfin, d'avoir vraiment l'ensemble de cette population. Et puis, voilà, je suis épidémiologiste. Les épidémiologistes font souvent des cohortes, c'est-à-dire qu'ils les suivent dans le temps. Et donc, c'est le cas d'iShare, mais c'est bien sûr une cohorte un peu particulière. C'est ce qu'on appelle une e-cohorte, puisque tout se déroule sur Internet. Voilà, les questionnaires, l'enrôlement et bien sûr la communication. Je vais en parler parce qu'elle est tout à fait essentielle dans ces études, et en particulier, puisque c'est une étude en population générale, comme on dit, et en particulier chez les sujets jeunes, c'est très compliqué de les faire participer à des études de ce type. Ils sont très occupés, ils n'ont pas la tête à ça. Et donc, la communication est vraiment tout à fait essentielle. Alors, je l'évite sur les aspects de communication, mais juste pour vous dire que, bien évidemment, vu la population qu'on visait, on est sur les réseaux sociaux, on fait des vlogs, on a une chaîne YouTube, on a un site web dit Call to Action, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est classique. On a aussi une communication plus print, notamment des affiches pour être vraiment sur les campus et que les étudiants voient nos affiches et connaissent l'étude de cette façon-là. Bien évidemment aussi une communication presse, c'est important pour la visibilité de l'étude. Donc on a eu un certain nombre d'articles au cours des années, dont voilà un article dans Le Monde qui a été aussi très, très intéressant. Il a amené des collaborations nouvelles. Et puis, enfin, et surtout, je dirais, c'est les étudiants ambassadeurs, étudiants relais HR, on appelle ça aussi. Alors là, ils ont vraiment un rôle tout à fait essentiel dans la communication vers leurs proches, évidemment, sur le terrain, et puis également parce qu'ils nous ramènent des informations depuis le terrain. Donc, on a organisé un certain nombre de choses. Vous voyez, des cafés gratuits à côté des machines à café, généralement dans les campus. Donc, les étudiants venaient appâtés par ce café gratuit. Et là, le but des étudiants relais, c'est de leur dire quelques éléments sur la cohorte. Et s'ils sont suffisamment intéressés, ils laissent à ce moment-là leur adresse email. Et ensuite, nous, on leur écrit. On leur présente la cohorte et enfin l'étude iShare et quel serait leur engagement. Ils ont également fait des interventions dans les amphis qui ont très bien marché. Et c'est un travail étudiant, c'est-à-dire qu'on les rémunère sur un nombre d'heures limité par mois pour ne pas les gêner dans leurs études. Alors, voilà où on en est. Donc, on a réussi à recruter depuis 2013 plus de 21 000 participants. Donc, on est vraiment très content. On a ce large échantillon lié à tous ces efforts de communication que je vous ai montrés, certainement. L'âge moyen est de 21 ans et c'est aussi ce qu'on visait, c'est-à-dire plutôt des étudiants dans les toutes premières années de l'université.
3/4 sont des femmes, donc une petite surreprésentation féminine, ce qui est aussi très classique dans les études de population. Et puis, comme vous voyez tout en bas, donc un certain nombre d'étudiants boursiers, ce qui veut dire qu'ils ont peu de moyens, et 40% même qui nous déclarent faire très régulièrement des petits boulots pour pouvoir améliorer leur quotidien. Alors voilà sur la santé mentale, c'est presque résumé en une diapositive, une diapositive qui montre des chiffres qui sont voilà, tout à fait étonnants, puisque voilà, un haut niveau de stress chez 5 ans. Alors à chaque fois que je dis stress, anxiété, il y a des échelles, hein, c'est des échelles très classiques qu'on a utilisées. Je ne les ai pas mentionnées pour ne pas alourdir la diapositive, mais donc un haut niveau de stress, c'est l'échelle de Bougie. Chez 51% des étudiants, un haut niveau d'anxiété chez un quart, donc ça c'est l'échelle de Spielberger pour ceux qui connaissent, un bas niveau d'estime chez 62%. Alors, bas niveau d'estime, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous du seuil habituellement retenu, c'est l'échelle de Maurice Rosenberg, donc voilà, des chiffres vraiment quand même très forts. Pour la dépression, donc un niveau modéré à sévère, c'est le PHQ-9, et là j'ai simplement indiqué les différences hommes-femmes, mais qui sont vrais dans tous les paramètres de santé mentale. À peu près 20% des hommes et 30% des femmes ont une dépression modérée à sévère. Des pensées suicidaires, 22% en ont eu dans les 12 derniers mois. Et puis alors on voit aussi bien sûr un impact sur les traitements. 20% à peu près prennent des médicaments pour l'anxiété ou le stress dans les 3 derniers mois et 12% pour dormir. Donc vous voyez, c'est vraiment une population fragile. Voilà, c'est une population même très fragile, hein. C'est des chiffres qui sont étonnants, mais curieusement, quand je montrais ça avant le Covid, j'attirais assez peu l'attention. Je crois qu'on s'est beaucoup habitué à ces chiffres-là. On s'est habitué aussi au fait que le suicide est une des causes majeures de décès dans cette catégorie d'âge. Et peut-être que la pensée un peu générale quand on n'a pas 20 ans, c'est de se dire après tout, oui, c'est vrai que c'est pas facile à cet âge-là, mais ils vont surmonter ça et ça ira mieux. Alors, c'est vrai que voilà, il y a de la résilience, il n'y a pas de problème autour de ça, mais quand même, ce qu'on observe là est quand même très lié à ces générations qui sont dans une grande incertitude à tout point de vue. Donc oui, on part quand même déjà d'un constat qui est quand même assez inquiétant avant même le Covid. Et là-dessus arrive le Covid. Alors, ce qu'on sait des épidémies d'une façon très générale, et on a des exemples antérieurs, notamment le SRAS en 2003, c'est que ça augmente le stress post-traumatique et la dépression, pas tellement les suicides. Alors ça, c'est d'une façon générale, c'est vrai dans toutes les catastrophes. On ne voit pas d'augmentation réellement du suicide au moment de la catastrophe. On ne sait pas très bien l'expliquer, mais voilà. Donc dans le SRAS et dans d'autres épidémies, on a vu cette augmentation du stress post-traumatique, de la dépression. Et c'était surtout chez les plus exposés, les soignants, les proches de malades, particulièrement quand les malades sont décédés. Et puis d'une façon générale, les segments les plus fragiles de la population. Et un fait qu'il faut connaître, c'est que même après l'arrêt de l'épidémie, eh bien, cet impact sur la santé mentale continue et continue pendant plusieurs années, alors même que l'épidémie s'est terminée. Vous voyez, donc c'est à la différence d'un tsunami, d'un tremblement de terre, eh bien, l'impact est beaucoup plus long apparemment pour les épidémies, sans qu'on sache très bien l'expliquer. Alors, qu'en était-il ou qu'en est-il des étudiants ? Nous, on voulait, quand on a vu arriver l'épidémie et connaissant les chiffres que je vous ai montrés dans la chaire, on s'est dit qu'il fallait absolument étudier ça. Alors, on a été obligé de monter une nouvelle étude, voilà l'étude Confin, parce qu'on voulait vraiment observer ce qui se passait durant le confinement. Ça nous paraissait important de voir l'impact du confinement sur la santé mentale. Donc, c'est une étude qu'on a construite extrêmement rapidement, en 4 semaines, durant le premier confinement en mars 2020. On a recruté les participants sur les réseaux sociaux, donc plus de 4000 participants, dont 2500 étudiants. Donc, ça a été vraiment un échantillon très intéressant parce qu'il y avait donc des étudiants et des non-étudiants. Et on a vraiment analysé particulièrement la santé mentale. Et je vais juste montrer 2 résultats qui correspondent à 2 articles scientifiques. Le premier, c'est la comparaison entre étudiants et non-étudiants, je dirais au début, au moment du confinement, du premier confinement. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait une symptomatologie dépressive 2 fois plus importante, sévère, 2 fois plus importante chez les étudiants que chez les non-étudiants. Des pensées suicidaires qui étaient plus importantes chez les étudiants que chez les non-étudiants. Et globalement, voilà, quand on fait des modèles ajustés, comme on dit, c'est-à-dire qu'on
on tient compte de toutes les différences entre échantillons, on égalise finalement les échantillons pour tenir compte de ces différences, et bien globalement une augmentation de 50% du risque de problèmes de santé mentale chez les étudiants par rapport aux non-étudiants. Donc ça, on l'a publié on a commencé par le poster sur medRxiv et puis on l'a publié dans le BMJ Open, qui est une revue, bien sûr, qui est très visible. Et j'ai rajouté qu'il y a eu un impact politique sur ces résultats. Alors d'abord parce que moi, j'ai été, voilà, je suis passé devant des commissions sénatoriales et également voilà, à l'Assemblée pour être interviewé sur ces questions-là, parce que ça, voilà, on en parlait beaucoup dans les médias. Et puis, apparemment, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, les résultats de cette étude ont permis d'aller vers une décision de réouverture partielle des universités vers la fin du confinement, parce que voilà, c'était très clair que les étudiants supportaient mal ce confinement, et donc ça a aidé à prendre cette décision d'ouverture partielle. Le deuxième résultat qui vient juste d'être publié, c'est quid des différents confinements. Donc, vous voyez ici, je suis désolé, les graphes ne sont pas très beaux, mais vous voyez les trois moments. Le premier confinement, la période où il n'y a plus de confinement, et puis le deuxième confinement. Ça, c'est chez les non-étudiants. En jaune, vous avez la dépression. Donc, vous voyez, ça monte un peu entre les différents temps. L'anxiété, paradoxalement, redescend au deuxième confinement. Voilà, apparemment, voilà, les gens savaient peut-être à quoi s'attendre et finalement, ils trouvaient plus confortable d'être chez eux que d'être dans les transports en commun et d'être exposés au risque de se contaminer. Et pour les pensées suicidaires, voilà, ça monte un peu, mais finalement, pas de façon très nette. Et chez les étudiants, vous voyez, le pattern est complètement différent. Alors d'abord, ils commencent dès le premier confinement, ils ont voilà, des paramètres de santé mentale beaucoup plus négatifs, mais ça, on vient de le voir, que les non-étudiants. Et puis, voilà, entre les deux confinements, au moment où il n'y avait plus de confinement, eh ben, vous voyez, c'est un grand apaisement finalement. La symptomatologie dépressive diminue, l'anxiété également, les pensées suicidaires, il ne se passe pas grand-chose. Et au moment du deuxième confinement, tout réaugmente de façon importante, et notamment dépression et anxiété. Donc ça, comme je l'ai dit, on vient de le publier dans une des revues du groupe Nature, et l'INSERM a eu la gentillesse de faire un communiqué de presse. Donc il y a eu un certain impact sur les médias français. Et moi, je trouve ça important parce qu'un des messages, c'est voilà, si jamais l'épidémie repartait de façon à ce qu'on envisage un confinement, ce que je n'espère pas, mais en tant qu'épidémiologiste, je suis très prudent là-dessus, eh bien, j'espère bien qu'on ne reconfinera pas trop vite les étudiants et les jeunes adultes, car ils le vivent extrêmement mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ce constat, aussi bien, je dirais, avant Covid qu'après Covid? Il y a plein de réponses possibles. Voilà, je viens d'en évoquer une sur le plan politique, ne pas se hâter de reconfiner les étudiants, mais je voudrais juste illustrer d'abord le constat, finalement, qui est un constat qui va bien avant le Covid et au moment du Covid. Donc, c'est voilà, il y a une très forte prévalence des problèmes de santé mentale chez les étudiants. Voilà, on l'a vu. Les maladies mentales sévères sont souvent très peu détectées. Elles commencent souvent dans ces âges-là. Et en fait, il y a beaucoup de temps avant qu'on les détecte. Les moyens des universités pour faire face à ça sont extrêmement limités. C'est généralement dans les services de santé universitaires, mais il y a peu de ressources humaines. Un point important, c'est le bas niveau de littératie en santé mentale des étudiants. Alors ça, c'est pas propre aux étudiants, ça se voit aussi bien chez les étudiants que dans le reste de la population. Alors littératie, ça peut se comprendre comme des connaissances, mais qu'on peut mettre en pratique, qui sont utiles en pratique. Voilà, actionable, comme on dirait en anglais. Non seulement il y a des connaissances, mais on sait quoi en faire. Et en fait, en santé mentale, c'est très particulier parce qu'il y a beaucoup de déni et de stigmatisation. Donc, on évite souvent ces sujets-là, on n'en parle pas. Et donc, du coup, le niveau de littératie est très bas. Donc, il est bas dans toute la population, mais également chez les étudiants, avec également beaucoup d'idées un peu fausses sur, voilà, je pourrais en citer plein, il faut jamais parler du suicide parce que ça l'encourage. Non, c'est complètement faux, bien au contraire. Quelqu'un qui dit qu'il va se suicider, c'est un appel à l'aide, mais c'est pas sérieux. Non, c'est également faux. Toutes les personnes qui réalisent un acte
en ont parlé avant à leur entourage, voilà, etc., etc. Bon. Et il y a aussi une absence de connaissances sur l'organisation du système de santé. On a dans les universités des systèmes de santé universitaires où les consultations avec les psychologues sont gratuites et très souvent les étudiants ne le savent pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Et encore une fois, il y a plein de réponses, mais je voudrais juste en souligner 3. Pardon. La première, c'est, elle est très banale. C'est oui, il n'y a pas assez de ressources, donc augmentons les ressources, les psychologues, les psychiatres. Alors oui, bien sûr, je ne peux pas dire le contraire. Mais en fait, vu les pourcentages qu'on évoque là, vous voyez, la dépression au moment du deuxième confinement, c'était pratiquement 50% des étudiants. Donc voilà, on n'aura jamais, même à l'état de base, on peut se dire que 20% des étudiants ont une souffrance psychique qui devrait nécessiter qu'ils aillent voir un professionnel de santé mentale. Eh bien, dans une université comme Bordeaux, où il y a 56 000 étudiants, vous voyez, ça fait 12 000 étudiants qu'il faudrait montrer les psychologues, voilà, ou même jusqu'à 28 000. Bon, voilà, on n'y arrivera jamais étant donné ces chiffres-là. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Et puis, voilà, pour les mêmes questions de déni et de stigmatisation, les jeunes comme les moins jeunes voilà, hésitent beaucoup à aller voir un psychologue ou un psychiatre. Donc, il y a cette appréhension finalement qui est un peu complexe à gérer. Et donc, ce n'est pas une solution tout à fait naturelle de dire on va simplement augmenter le nombre de psychologues et tout va bien se passer. Alors, ça a quand même été tenté. Voilà, il y a eu des chèques psy qui ont été organisés par le ministère de l'Éducation supérieure et de la Recherche et qui n'ont pas du tout marché, voilà, à Bordeaux comme ailleurs. C'est-à-dire, il y a eu quelques centaines de chèques psy qui ont été utilisés, donc qui permettaient aux étudiants d'aller voir des psychologues gratuitement, mais en fait, ça ne correspondait pas du tout à la masse des étudiants qui en auraient eu réellement besoin. Donc voilà, la réponse est oui, mais ce ne sera pas suffisant. Une autre possibilité, je dirais, c'est, puisque ce n'est pas simplement l'offre qui va régler la question, c'est d'aller vers les étudiants qui ne vont pas bien, notamment ceux qui sont en grande souffrance psychique. Alors, ce n'est pas possible au niveau de l'université globalement, il n'y a pas d'évaluation de la santé mentale faite de façon systématique. Et je ne dis pas qu'il faudrait le faire, ce serait probablement compliqué, etc. Dans notre centre de recherche, on s'oriente vers quelque chose d'un peu alternatif, mais c'est vraiment encore de la recherche, c'est à travers des techniques d'intelligence artificielle, le machine learning, d'essayer de trouver des prédicteurs du risque suicidaire chez les étudiants à partir de questions finalement très neutres, très simples. Vous voyez, pas du tout des questions intrusives et un peu pénibles comme on le voit avec les échelles de santé mentale. Voilà, on travaille là-dessus, on a des bonnes pistes, on a trouvé qu'avec 3-4 paramètres, on avait une bonne prédiction du risque suicidaire, mais on est encore dans le domaine de la recherche. Et puis, je ne sais pas comment on l'appliquera ensuite, quelle sera l'acceptation du public autour de ça, etc. Alors, une autre initiative de aller vers est très intéressante, c'est le Mental Health First Aid, qui est une licence australienne qui est connue, qui est utilisée par plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. C'est une formation en 2 jours, donc on s'est inscrit, on paye pour ça. Voilà, il y a des formateurs de formateurs au service de santé universitaire à Bordeaux, et ça nous permet de former des étudiants, souvent des étudiants d'associations d'étudiants qui sont qui sont exposés à toutes ces questions et qui vont ensuite servir de sentinelles dans leur petite communauté. Donc, on a déjà formé 300 étudiants avec cette formation et on est en train de l'augmenter beaucoup avec l'aide de la région, du ministère de la Santé pour avoir un réseau de 1000 étudiants formés de cette façon-là et essayer d'avoir ce réseau très dynamique. Une troisième et dernière possibilité, j'ai un petit retard sur Média à chaque fois, voilà, c'est d'augmenter le niveau de littératie en santé mentale de tous. Voilà, alors, à chaque fois, ces initiatives ne sont pas mutuellement exclusives. Hein, bon. Pour arriver à ça, je pense qu'il faut absolument inscrire, et c'est ce que nous avons en prévision en 2022 à Bordeaux, c'est vraiment d'inscrire la santé mentale à l'agenda de l'université, pas uniquement pour les étudiants, mais vraiment pour tout le monde. On a vu que tout le monde en avait besoin en réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien sûr, faire une communication large et répéter, recommencer avec voilà, le président qui va en parler, les vice-présidents, différentes personnes, de façon à vraiment inscrire ça dans l'agenda. Et c'est bien sûr aussi bien des questions sur la santé mentale, les grandes maladies, les symptômes, etc.,
que sur les ressources au niveau de l'université et puis en dehors de l'université, car il y a quand même pas mal de ressources, mais il faut savoir où les trouver. Une autre possibilité à laquelle nous, on est attachés, c'est de développer des stratégies pour communiquer sur la santé mentale auprès des étudiants. Alors, dit comme ça, on peut se dire, bah, c'est simple, il suffit d'envoyer quelque chose à lire. Non, ils ne lisent pas. Donc, voilà, c'est vraiment de co-construire avec eux des éléments de communication, utiliser bien sûr les réseaux sociaux, les outils numériques, faire des événements, avoir des témoignages. Donc, tout ça, on le réalise déjà, mais on va l'amplifier l'année prochaine. Et puis, des nouveaux outils basés sur la ludification, sur la gamification. Je vais juste citer ces deux exemples pour terminer. Donc, c'est déjà un escape room sur la dépression qu'on a créé, mis en place et testé, avec un objectif qui est très complexe, qui est de rendre attractif le sujet de la dépression. Et vraiment, ce n'est pas un sujet attractif. Donc, on a fait un escape room, je pense que tout le monde connaît maintenant ce que c'est qu'un escape room, où l'équipe qui rentrait devait trouver les 5 symptômes principaux de la dépression. Dans l'heure, voilà, donc il devait trouver, c'était une chambre, on avait recréé une chambre d'étudiants et il devait suivre des indices avec des questions, etc. Bon. L'intérêt de ça, alors on peut dire c'est un peu ridicule, pas du tout, c'est que, on joue, donc déjà c'est important, c'est attractif comme dispositif et on a eu beaucoup d'étudiants qui voulaient le faire. Et puis, il y a cette ambiance d'excitation, d'émotion, de travail collectif. Donc, on apprend vraiment. Et nous, ce qu'on a testé, c'est est-ce que ça marche l'apprentissage? Est-ce que ça marche aussi de s'en souvenir au bout de plusieurs mois? Et la réponse est oui. Donc, on a testé ça. Et effectivement, on augmente la mémoire à long terme de ces symptômes cardinaux de dépression. Et puis, bien sûr, il y a aussi un dialogue qui se fait avec des professionnels après le jeu. Et ça, c'est la partie aussi, c'est une partie extrêmement importante. Et enfin, dernière chose, et je dépasse un peu mon temps, je suis désolé, on a créé une mini-série sur le suicide. Là aussi, sujet pas évident, pas facile, où on a pris on a demandé à 2 étudiants relais, voilà, c'est ces 2 étudiants relais d'iShare, de jouer un rôle. Donc, c'est une mini-série, ça dure 20 minutes. En fait, moi, je ne connaissais pas, mais les jeunes adorent ça. Donc, ils prennent un des 2 personnages, voilà, ils investissent un des 2 personnages, et puis ces 2 personnages sont dans un certain nombre de situations, et ensuite, il y a une interruption, elle leur dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à ce moment-là? Si tous les choix sont négatifs, eh bien, ça aboutit à la catastrophe de la tentative de suicide à la fin. Mais bien sûr, c'est jamais ce qui se passe. Et en tout cas, ça leur permet de vivre de l'intérieur, finalement, d'être confrontés à quelqu'un qui commence à avoir une plainte suicidaire et de voir comment ça se passe. Alors, tout ça, on l'a construit, bien sûr, avec des psychologues, des psychiatres. On a été extrêmement attentifs à ça. On a fait une étude d'évaluation absolument complète qui va être publiée bientôt avec des interviews, donc des méthodes des sciences humaines et sociales, mais aussi des méthodes quantitatives d'épidémiologie. Voilà, ça marche très bien, mais c'est un prototype et bien sûr, si on veut le faire de façon plus large, eh bien, il faut reprendre ça puis l'amplifier. Voilà, c'est vraiment tout. Et encore une fois, désolé, je pense que j'étais un peu plus long que prévu. Merci d'avoir partagé ta recherche. Effectivement, j'ai vu beaucoup de commentaires qui vont se prêter à des conversations autour de la table ronde une fois que nous passons à ce moment de l'événement. Je vais reprendre le share screen juste pour un instant. J'ai pas de slides, hein, Marie-Christine. J'ai pas de slides. Donc on n'a pas besoin de partager l'écran. And since everybody spoke in French, I'll speak in English in case there's some more Anglo-Saxon for it. And we're also half an hour above when we're supposed to go into breakout, so I'll keep my presentations very, very, very brief. I guess in some ways I should have gone after Marie-Christine because what happened in COVID is early on, a little bit like Christophe and other people who have followed this space for a while and who, looked at what happened after SARS. The thought was, we're going to find a vaccine for COVID, but there's no vaccine against depression and anxiety and traumatic shock. And so what's going to happen in the workplace, which is really the place that I'm interested in. And I'm half French, half German. I'm a foreigner. And then it actually dawned on me that what happened in the pandemic was that we all had to move to a different country in a way. I called it the Republic of Zoom, but, all at once we were speaking a different language, behaving in a different way, dressing a different way, saluting each other a different way. And I was like, wow, this is really what my parents had to do when, they moved as young people. And I thought,
you know, there's so many powerful things that expats can use, but also teach others as managers or teachers. And I think, you know, we talked a little bit about the power of bilingual education. So it gives you an ambidextrous mind and the ability to sort of be aware that things are new. And then I thought at some point, you know, COVID would end, we'd all go back, and then we'd have the same phenomenon of expats, which, you know, Marie-Christine talked about, which is you're developing a new identity, it's kind of a semi-identity. And then you have to sort of go back and remember who you were, but clearly you've been transformed. And then we sort of are now in this in-between phase of COVID where we don't quite know how to behave. So as you guys heard, I work at a business school. At business schools, we like acronyms. So I thought of the acronym EXPAT, which is not a genius acronym, but I connected it to what I think is a good approach to managing mental health at work. And what I like about Christophe's presentation, I liked everything about it, but the things that I also really liked was this idea of de-dramatizing mental health, which is, you know, it is a health phenomenon, so it's also not cancer. We cannot cure it even if we wish to. We cannot make somebody, you know, fix a leg because we want to, but there are a lot of early indicators that we can all learn. There's a real educational process that can happen. So, you know, E in my model is for education, is for the willingness to, I'll just leave Catherine to come in. You know, education is the willingness to actually learn proper definitions, which, you know, again, those of us who have been in the field of mental health for a while, you know, very few people know the actual definition. You know, the World Health Organization had a definition that's nearly 20 years old, which means that it was around before smartphones. And it's basically the ability to deal with everyday stressors and, you know, perform to the level of your potential and contribute to your community the way you would like to. In COVID, it's nearly impossible, but, you know, there are things about mental health that we should all know about, either as a first aid responder or as a colleague. The part of education also is, I think, just learning more about how the brain works, which is also part of de-dramatizing mental health. We know a lot more than we did years ago. You know, we have neuroscience, we've got the implications of the gut biome. We just know more. You know, Andrew Huberman, for people who are interested, he's an ophthalmologist out of Stanford, how the eyes, you know, our brains and the visual field sort of interact, how hormones function. So e-education, I think, is really important in this field. The X we chose for X-ray because, you know, one thing is to be educated, but the other is also to look inside you. And we all bring a certain conversation or certain set of stereotypes or certain set of lived experience to the field of mental health. So if you can step back before you start diagnosing somebody or behaving a certain way, to think about, you know, what in your past might shape the way that you behave. So for example, you know, if you had a parent who was a functioning alcoholic and you realize that somebody was abusing substances at work, you may be, well, you know, that is okay and he'll be fine, but maybe they will not be. So much as we have been very much confronted with, you know, stereotypes in the past year around racism, I think we all bring these stereotypes. The P is one of possibilities, which is, you know, and Marie-Christine also talked about this, which is COVID is a shock. It's been a real trauma, but it gives us possibilities to rewrite the rules of work. So Christophe, you know, reminds us that there's been mental health troubles even before COVID, but nobody really paid attention to it. You know, it was stigma, no one would talk about it. Same thing with workplace, right? So 2006, Gallup started doing the first employee engagement poll. At the time, a third of people were engaged at work. Basically, the rest of the people are not. So I heard no managers really talk about this. And then about a year ago, I was actually in a French call and somebody was like, oh my God, did you see the stats that only a third of the workers are engaged? To which I say, yeah, dude, you know, it's been like this for 20 years, but now we're finally waking up. So I think this notion of possibility around rewriting the rules of work, how we interact with each other and the responsibilities we take. On the responsibilities, I think there's a notion of action, which is, you know, Christophe mentioned resources that are available, but there's a lot of stuff upstream that can be done in terms of how you behave with each other, the impact that we have on each other. I really liked Ngosi's formulation of celebrate mental health, which means that, you know, there's a positive way of supporting it. We're very much focused on palliating the symptoms once they occur.
So to me, this notion of, what are actions that I can take to help people out and not to cause more emotional pollution than, I might otherwise. And the last one is, tools of adaptation that we've developed because we are ambidextrous, because we are expats, because we've learned that we never quite fit in, that we develop tools of empathy, that we help people navigate COVID, post-COVID, and everything that will come to it. Those of us who are in management will soon be managing the young people that Mehdi and Christophe are tracking. Managers are fundamentally going to have to change the way that they manage because the old ways will not work. We can be very frightened by that world, but I think we can be also very excited by its possibilities. So that is about as fast as I could speak so that we can go into our breakouts and have more in-depth conversation. But it's been really, really very nice to be here, and I'm very eager to hear from the rest of the folks on the call. So thank you for joining us. Thank you, Karen. Thank you, Christophe. Thank you, Mehdi, for all of your fascinating interventions today. We're grateful for everything that you were bringing. We are going to move to the next time of our event today to hear from the folks on the call about their own experiences. We're going to place you in breakout rooms. And then we're expecting to stay about 10 minutes in the breakout room and then come back and reshuffle so you get to continue the conversation with whoever you would like on the panel. What can I say? It's been a very, very successful outing. This is our first, and this is so far the best. So, and I really want to appreciate the speakers, the panelists. You were awesome. Thank you. This is our flagship series. This is our first. We wish that this one will open the ways for several other conversations beyond this first collaboration. Conversation not just with people of other cultures, but with French people too. Please don't close the doors because we'll keep coming to collaborate with you. Thank you all. Thank you. Thank you so very much, Ngozi, for this initiative. Thank you to our speakers, Mehdi Lazare, Karine, Christophe, and of course, our sponsors. The French Consulate was instrumental in making this event happen. The Harvard Club of France also extended the reach of our conversation, and all of you who contributed meaningfully through the chat, through the dialogue. Thank you for all you do in your communities, and reach out. We want to help you in whatever supportive capacity we can. We want to be able to connect you, and we want you to see us as a resource in your respective missions. Thank you everybody for coming today. Have a fantastic rest of your day.